Sénateur Klein. Au nom du sénateur, je me lève pour entamer le débat en deuxième lecture sur S-268, projet de loi initié par le sénateur Tanness. Pour reprendre les mots de notre sénateur Baker, je serai bref. S-268 propose de modifier le code criminel et la loi sur les Indiens afin de donner aux organes directeurs des Premières Nations la possibilité d'exercer leurs compétences en matière de jeu. À l'heure actuelle, l'exploitation de systèmes de jeu constitue une infraction au Code criminel du Canada, à moins qu'elle ne soit autorisée par une province en vertu de l'article 207 du Code. S-268, tel que je le comprends, donnerait essentiellement aux Premières Nations le même pouvoir légal d'autoriser et de réglementer cette activité autrement criminelle, tout comme le font les provinces. Tout d'abord, je remercie le sénateur Tanness d'avoir présenté ce projet de loi. Merci aussi au sénateur Prosper pour ses propos du 11 avril. Je suis d'accord avec nos collègues sur l'importance des revenus autonomes pour les nations autochtones pour faire avancer la réconciliation économique. Nous avons également vu dans cet esprit dans le groupe d'action pour la prospérité dirigé par le sénateur Harder en 2021, visant une prospérité inclusive et durable dans notre grande fédération. Par ailleurs, de nombreux sénateurs ont fait des efforts remarquables pour célébrer les entreprises et entrepreneurs autochtones dans le cadre de discours sur le sujet. Je suis reconnaissant de ces efforts et je continue d'inviter les sénateurs à prononcer des discours célébrant le succès des entreprises autochtones dans leurs régions respectives. En ce qui concerne S-268, qui porte sur la protection et la mise en œuvre des promesses de traité, je note que le sénateur Tanness a le soutien du chef Roy Whitney de la nation Tsuut'ina et du chef Bobby Cameron de la Federation of Sovereign Indigenous Nations, qui représente 74 Premières Nations de la Saskatchewan. Le sénateur Tanness a également indiqué qu'il avait reçu le soutien de la sous-commission des Jeux de l'Assemblée des Premières Nations. Un coup de chapeau à cette consultation préalable. Pour moi, cette considération favorise fortement l'avancement de S-268 pour l'étude en comité que j'appuie. Chers collègues, j'aborde S-268 en tant que Saskatchewanais, membre provenant d'un territoire de Traité 4 et patrie de la nation métisse, et en tant qu'ancien membre, ancien PDG de la Saskatchewan Gaming Corporation. Aujourd'hui, j'aimerais faire 3 remarques. Tout d'abord, les aspects pratiques doivent être pris en compte en ce qui concerne les provinces, la concurrence et le jeu responsable. Deuxièmement, le succès du partage des revenus entre les Premières Nations de Saskatchewan dans le cadre de l'accord cadre existant sur les jeux. Et enfin, le temps prévu pour une éventuelle transition. Tout d'abord, parlons des aspects pratiques que j'aimerais voir examinés en comité. Pour moi, S-268 doit veiller à ce que chaque proposition de casino soit accompagnée d'une analyse de rentabilité démontrant que le projet est viable. Il est important d'évaluer la demande pour le nombre proposé de machines à sous et de jeux de table, sans oublier, par exemple, les appareils de loterie vidéo appartenant aux provinces et exploités par le biais de licences accordées à des tavernes. Mon souci, c'est aussi le risque de cannibalisation dans un marché saturé et d'éviter le risque d'une course vers le bas en termes de sauvegarde concernant le jeu responsable et la mise en péril du partage des bénéfices prescrits visant à répondre aux problèmes économiques et sociaux des ONG et des groupes communautaires autochtones. Bien que je n'ai pas de proposition spécifique à faire, la viabilité de nouveaux casinos devrait être évaluée en fonction du soutien apporté par les autorités locales, municipales, rurales et provinciales. Il faut aussi tenir compte du déplacement de tout établissement de jeux autorisé existant, y compris les coûts irrécupérables et la perte d'emplois créés par tout nouvel établissement. En d'autres mots, nous ne voulons pas voir des actifs échouer ou perdre de la valeur, ni d'emplois perdus, sans voie vers la transition juste. Dans mon expérience, une concurrence pourrait présenter certains risques sociaux et perturber les accords actuels de partage de revenus. Je ne dis pas que c'est un obstacle, mais c'est une question qui doit être abordée avec un examen attentif et minutieux.
Comme l'a dit le sénateur Cotter, le préambule du projet de loi décrit la réglementation des jeux comme un droit inhérent. Je ne le conteste pas, bien que je note que la Cour suprême a conclu en 1996 que la réglementation des jeux n'était pas un droit constitutionnel en vertu de l'article 35. C'est peut-être un point sur lequel un comité sénatorial peut apporter des éclaircissements et une analyse. Quel qu'il en soit, nous parlons de contexte non traditionnel où une technologie telle que les paris sportifs en ligne à événements uniques change la donne. Nous parlons également de l'exercice de compétences qui lèverait une interdiction autrement criminelle, indiquant qu'il y a des risques sociaux universels ou des préoccupations à traiter dans le domaine des jeux. Après tout, avec la compétence inhérente qui s'applique de plus en plus par le biais du plan d'action de la déclaration de l'ONU sur le peuple autochtone, les lois continueront de temps en temps à s'appliquer de manière générale. Parlons aussi de risques universels. Par exemple, le fait que les lois continueront de s'appliquer dans des domaines analogues tels que la vente d'armes à feu, les drogues et les substances contrôlées ou les matériaux sensibles tels que les explosifs lorsque des mesures de protection prévalent. Nous savons tous, ou devrions savoir, que la dépendance aux jeux d'argent peut avoir des conséquences sociales et sanitaires dévastatrices. D'autre part, le jeu responsable est un divertissement légitime et une source importante de revenus pour les Autochtones. Je suis fier d'avoir joué un rôle de premier plan dans le secteur des jeux en mettant l'accent sur le jeu responsable. Pour éviter la cannibalisation du marché et une course vers le bas, j'ai tendance à penser que la négociation de la propriété des machines de jeu et des jeux de table devrait impliquer un dialogue entre les gouvernements autochtones et provinciaux, le Conseil du jeu responsable et les entités menant des études et des services consultatifs sur le jeu responsable, y compris les programmes de jeu responsable des opérateurs, afin de déterminer comment cela peut se dérouler de manière responsable. Il en va de même pour l'octroi de licences pour les appareils de loterie de vidéo qui sont exploités sous la réglementation provinciale. J'ai l'esprit ouvert quant à ce que cela pourrait signifier sur le plan juridique. Je crois que les Premières Nations devraient avoir un plus grand droit de regard sur le jeu qu'aujourd'hui. Il faut cependant éviter de perturber cette industrie délicate et actuellement stable en Saskatchewan. À titre de réflexion et de bonne pratique, je pense qu'il devrait y avoir un accord cadre sur les jeux pour chaque nouveau casino, un accord qui implique un niveau de consultation avec la province, la communauté locale et la municipalité, y compris en termes de taille de l'opération proposée, en ce qui concerne le nombre de tables et de machines à sous, et en tenant compte des machines de loterie vidéo qui opèrent actuellement sur le marché. Et en tant qu'accord cadre sur les jeux, il faut tenir compte des aspects financiers et s'engager à réaliser des investissements nécessaires au développement du casino et à établir sa propre structure financière. Il faut aussi disposer d'un fonds pour l'entretien et l'expansion des infrastructures, d'un programme de tourisme et un programme de marketing, un programme de jeux responsables et de réadaptation, ainsi que des programmes de développement économique, de bienfaisance et d'aide sociale pour la communauté, y compris des programmes visant à résoudre les problèmes sociaux et économiques des Autochtones. Encore une fois, j'ai l'esprit ouvert pour les aspects légaux et les aspects pratiques. Mais je pense que le comité sénatorial inclura dans son étude un examen approfondi des mesures pratiques et de l'évaluation des risques, ainsi qu'une consultation des anciens, des femmes, des chefs autochtones, et ainsi de suite. Pour arriver à mon deuxième argument, quelques mots sur la situation actuelle en Saskatchewan. Ce ne sont pas toutes les Premières Nations qui participent directement dans la gestion d'une opération de jeu, et ce ne sont pas toutes les Premières Nations qui seraient des candidats viables en raison de l'éloignement et ainsi de suite. Cependant, grâce à l'accord cadre sur les jeux, toutes les Premières Nations ainsi que les groupes métis de la province bénéficient d'opérations actuelles par le biais de partage de recettes. Il y a aussi des emplois et la création de richesses par le biais des programmes de marché. Et la main-d'œuvre représente un minimum de 50 d'employés autochtones travaillant dans le casino. En Saskatchewan, les casinos des Premières Nations ont des recettes qui sont redistribuées à 50% à la fiducie des Premières Nations, qui les distribue à 74 Premières Nations de la province.
et l'argent est réinvesti dans les communautés. 25% se retrouvent dans les coffres de la province. La Saskatchewan Indian Gaming Authority opère 7 casinos dans la province. En 2023, les recettes générées se sont chiffrées à 292 millions de dollars, donc des bénéfices de 126 millions de dollars, donc 2 fois la somme de l'année précédente. C'est surtout grâce aux paris sportifs. À titre de comparaison, Sats Gaming, qui exploite les casinos Regina et Moose Jaw, a réalisé 116 millions de dollars de recettes au cours de l'exercice 2022-2023, dont 42 millions de bénéfices nets. L'association SIGA a une certification nationale et verse 2,5 millions de dollars par an à la Fondation provinciale des Premières Nations pour lutter contre la dépendance. Tout cela pour dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, qu'il y a un régulateur stable et un modèle de partage des revenus que l'on retrouve de façon détaillée dans un accord cadre bilatéral. J'aimerais que les comités examinent cette dynamique et pour tenter de comprendre si des observations, des amendements s'imposent. Toutes les personnes concernées, les gagnants et les perdants, devraient avoir voix au chapitre. Par exemple, comment est-ce que la concurrence peut avoir un impact sur les recettes des Premières Nations? Premières Nations qui n'ont pas nécessairement le désir de participer de façon directe, sans parler du maintien des ententes qui ont été conclues avec les Métis de la Saskatchewan, pour qu'ils puissent eux aussi avoir leur part des recettes générées. Je note que le projet de loi S-268 propose une entrée en vigueur immédiate à la date de la sanction royale. J'aimerais qu'on réfléchisse à la question pour savoir si on aurait besoin d'un délai supplémentaire, notamment pour que les provinces et les municipalités aient le temps de s'exprimer. Alors, je soutiens le projet de loi en deuxième lecture et j'espère que les questions seront abordées par notre comité, tout en gardant à l'esprit ce qui sous-tend le projet de loi et son potentiel de création d'emplois et de génération de richesses au profit de nos nations autochtones. Merci.